Comment rester maître de son temps à l'ère du numérique? J'ai toujours été obsédée par le temps. Ma devise? Aller plus vite. J'ai commencé très tôt à travailler juste après le collège. J'ai appris en travaillant pour gagner mon indépendance financière. Encore une manière d'aller plus vite. À 23 ans, j'étais experte comptable, mariée et maman d'un petit garçon. À 25 ans, nous avions construit la maison et je devenais la plus jeune directrice d'une banque Raiffeisen. Cette petite banque était hors du temps, avec des barreaux aux fenêtres et un grand livre écrit encore à la main. Et c'est là pour la première fois que j'ai saisi l'importance de l'environnement physique et numérique. Résultat, en très peu d'années, nous avons quintuplé les fonds à la clientèle et établi une très belle notoriété dans la région. Je travaillais beaucoup, j'avais des projets passionnants et une famille à mes côtés. Pour rien au monde, je ne voulais choisir entre les deux. Je voulais tout et tout de suite. Bon, j'admets, j'avais pas beaucoup de temps pour moi et un immense sentiment de culpabilité. Est-ce que je passe assez de temps avec mon fils pour réussir son éducation? En 2006, à 36 ans, j'ai été nommée à la direction de PostFinance en tant que directrice du personnel et de la logistique. Quel titre! La logistique voulait dire la gestion du parc immobilier et de son environnement de travail. Cette partie était encore pas trop difficile à gérer parce qu'il y avait encore des chiffres. Mais alors, le personnel, c'était très compliqué. Je ne comprenais pas leur langue. Et en plus, au début, on parlait beaucoup du big data. C'était un peu abstrait pour moi, mais vite concret. La numérisation allait transformer notre monde du travail. Désormais, nous allions pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand. Imaginez, moi en tant que jeune maman qui travaille, le miracle! Cette nouvelle flexibilité était pour moi une opportunité pour optimiser encore plus mon temps, aller plus vite. Bon, il y a 20 ans, l'organisation n'était pas prête. Les employés et les managers non plus. Cette nouvelle manière de travailler provoquait de très grandes résistances. Mais en revanche, pour moi, plus il y avait de résistance, plus j'aimais. J'étais en mode combat et optimisation à la chasse au papier. Ça, c'était vraiment la plus grande résistance qu'il y avait. C'était le papier. Mais au fond de moi, je savais pourquoi nous devions sortir de notre zone de confort. Nous n'avions pas le choix. La machine était lancée. Résultat, le siège fut construit et nous avons pu rassembler des milliers de collaborateurs en un seul lieu à travailler selon la méthode n'importe où, n'importe quand. Le résultat, le changement culturel et organisationnel était profond et réussi. Réaménager l'espace, c'est changer les esprits. Investir dans le numérique, c'est aller plus vite, encore plus vite. En 2014, j'ai eu des nouvelles propositions pour aller au comité directeur de la mobilière. Après 3 jours, c'est le choc. J'ai dit à mon mari, je crois bien que je me suis trompée. Même si j'avais le plus beau bureau de toute ma vie, et le plus grand, d'ailleurs tous les chefs, ils avaient droit à un bureau individuel. Il y en a même qui avaient le droit au tapis d'Orient sur la moquette. C'était vraiment rempli d'armoires, du papier partout, ça débordait. Et là, à nouveau, je me retrouve hors du temps. Je fais un bond de 8 ans en arrière. À croire que la machine à remonter le temps existe. Et rebelote, même pas peur. Je connaissais la méthode. Travailler n'importe où, n'importe quand. Donc, je vous explique pas la résistance. C'était la même que la première fois, mais encore en beaucoup plus fort. Et là, moi,
je replonge dans le faire toujours plus vite à réaménager l'espace. Je connais. Bon, il y a bien des fois où je me disais que je devrais ralentir, mais j'avais des délais à tenir, donc pas le temps de ralentir. Puis un jour, je me retrouve à l'hôpital, debout, au pied du lit de mon papa. Il est tombé, il ne se relèvera pas, parce que son corps s'est encimenté. Il ne peut plus bouger. Maman est là, à côté de moi. Et l'accompagnateur d'Exit dit qu'il faut choisir une date. Papa a répondu le plus vite possible. À ce moment-là, le temps devient une éternité. Alors, je prends mon portable, j'ouvre mon agenda et je choisis par rapport à mon travail. Le 17 janvier 2020, ce sera un vendredi parce que j'ai pas de séance. Un immense sentiment de culpabilité. Cette petite voix en moi qui criait, qui hurlait. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? J'ai pas le temps de répondre à cette question. Covid arrive, il faut organiser l'urgence. Mais cette fois, l'organisation est prête. Des milliers de collaborateurs ont basculé en une seule nuit à travailler selon la méthode n'importe où, n'importe quand. Enfin, depuis la maison. C'était magnifique. Ils m'ont dit merci. Il y en a même qui m'ont dit, mais comment t'as su? Pour moi, c'était une très belle reconnaissance. L'urgence s'est installée et Covid a duré. Alors, je me retrouve à la maison à enchaîner les vidéoconférences, assise toute seule devant mon ordinateur, même pas 5 minutes de pause. Je clique de vidéoconférence à une autre vidéoconférence. Je cours, je clique, je cours dans ma tête, je cours dans mon ordinateur. Puis un jour, c'est trop. Je suis fatiguée de courir dans mon ordinateur. Je dis stop. La fameuse phrase de mon papa me rattrape. Profite de la vie. Elle est trop courte. J'ai 51 ans, le même âge où il est tombé malade. Alors, je quitte l'entreprise, je quitte le système. Au début, le vide. Plus de séances, plus d'emails, plus de téléphone, plus d'urgence. Le temps devient interminable. J'avais tellement de temps que j'aurais pu en revendre. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris le temps de réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi et après quoi je courais. Et pendant ma corporate detox, comme je l'appelle, j'ai fait 3 découvertes que j'aimerais partager avec vous. Ma première découverte, l'importance du pourquoi. Tant que je courais pour des projets qui me procuraient de la joie, à contribuer à un monde de travail meilleur, plus flexible, je voyais le sens, j'avais de l'énergie. Puis, je suis tombée dans le piège du faire pour faire. J'ai pivoté sans m'en rendre compte et j'ai perdu le faire pour la joie. Le shift est intérieur, mais il est majeur en énergie. J'ai pris conscience que faire les choses pour la joie de les faire est un ancrage qui fait que la vie, le travail, a du sens. Ma deuxième découverte, l'importance du lien vivant. Tant que je courais dans les couloirs de séance en séance, je rencontrais des gens, j'étais en mouvement, je ressentais physiquement la résistance,
les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Je ressentais l'énergie collective. C'était vivant. Et j'ai pris conscience que ces liens me nourrissaient et me donnaient de l'énergie et que le résultat était encore meilleur. Ma troisième découverte, l'importance de rester maître de son temps et de décider comment je l'utilise. Je me suis laissée entraîner dans la spirale du pilotage automatique à réagir aux urgences du numérique. J'étais devenue prisonnière de mon agenda. J'ai vécu l'accélération du numérique dans ma tête. Tout devient abstrait, urgent, instantané. Je savais que le numérique apporte une liberté pour travailler n'importe où, n'importe quand. Mais j'avais oublié l'essentiel. Pas n'importe comment. Aujourd'hui, on nous culpabilise avec le numérique. Il faut réduire le temps d'écran. Oui, mais au bureau, le temps d'écran, l'écran, c'est notre outil de travail. On ne peut pas simplement l'éteindre. Au contraire, il nous rend plus flexibles et plus efficaces. Alors, selon moi, la vraie question est comment compenser le numérique? Et pour comprendre, j'ai lancé des recherches avec des centaines de collaborateurs et collaboratrices. Et deux profils se distinguent clairement. Le premier profil, les stressés. Insatisfaits de leur rythme de travail, ils passent 40% de leur temps en vidéoconférence et sont continuellement interrompus par cette instantanéité. Ils courent dans leur ordinateur et s'épuisent. Le deuxième profil, les efficaces, comme je les appelle. Ils ont beaucoup d'énergie, consacrent 50% de leur temps à travailler concentrés sans être dérangés. Et ils passent moins de 30% de leur temps en séance, principalement en présentiel pour vivre des relations vraies. En plus, pour eux, c'est important de fixer des limites. En d'autres termes, de savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Autre résultat très intéressant dans mes recherches, plus les collaborateurs et collaboratrices développent leurs compétences numériques, plus ils sont optimistes et capables de s'adapter. Le numérique devient donc, bien maîtrisé, un levier d'optimisme. Les résultats de ces recherches m'ont profondément marquée parce qu'ils étaient tellement vrais, tellement simples et parce qu'ils décrivaient ce que je venais de vivre. Alors, aujourd'hui, vous allez sourire. Mais moi, avec ma devise du toujours plus vite, j'en suis venue à la conviction inverse. Pour compenser le numérique, il faut ralentir. Oui, ralentir. Mais comment dans un monde qui s'accélère? C'est facile à dire, difficile à s'y tenir, parce que prendre le temps demande de la discipline. Ralentir, c'est vérifier pourquoi je fais les choses. La réflexion n'est pas du temps perdu, elle donne du sens. Ralentir, c'est vivre des relations vraies. D'après nos données, moins 30% de temps en séance suffisent à tisser les liens pour nous ressourcer. Ralentir, c'est bloquer des plages dans son agenda pour la profondeur, la concentration. Elles réduisent le stress et en plus, elles produisent le travail. Ralentir, c'est apprendre le numérique un peu chaque jour. Tester un raccourci, une nouvelle fonction. J'avoue, je galère. D'ailleurs, mon fils en rigole. Mais moi, je sais que ce n'est pas du temps perdu. Chaque essai me rend plus confiante.
Ralentir, c'est prendre le temps de protéger sa récupération et son sommeil. Oui, oui, j'y travaille toujours. Voici comment dompter le numérique et travailler en pleine conscience numérique pour trouver l'équilibre, l'énergie et l'efficacité à l'ère du numérique. C'est drôle, moi qui me suis toujours qualifiée d'une mauvaise chef RH, parce que j'aimais mieux travailler sur les conditions cadres de l'organisation que sur les individus, je me surprends à rêver. Si un tiers des équipes est déjà dans le profil des efficaces, imaginez l'impact humain, financier, économique si nous aidions les 2 tiers restants. Pour y parvenir, les entreprises devraient cultiver une culture profondément humaine pour contrebalancer le numérique, où la réflexion partagée renforce et élève la conscience collective. Elle devrait réaménager l'espace pour rendre visible l'invisible et nous motiver à travailler en pleine conscience numérique et nous aider à ralentir. Et elle devrait investir dans le numérique, non pas comme une fatalité, mais comme un levier d'optimisme avec des formations, des outils qui nous aident vraiment. Et c'est ainsi, selon moi, que les entreprises pourront accroître leur rentabilité de façon durable et survivre à l'ère du numérique. Alors, rester maître de son temps, c'est veiller à ce que chaque grain ait du sens. La vie est courte. Moi, j'ai refusé le dilemme imposé, choisir entre ma famille et mon travail. J'ai décidé de vivre avec mon temps. Le numérique m'apporte une belle et formidable liberté. Mais pour en profiter, j'ai réalisé de ne pas oublier le pourquoi et le comment. J'ai appris à écouter ma boussole intérieure. Aujourd'hui, je sais pourquoi je cours et comment je veux courir. Et c'est ce sens qui nourrit ma vie, parce que je veux vivre vraiment.